Tu n'es pas encore sur la liste des personnes les plus recherchées. Tu es sur une affiche dans un bureau de poste que personne ne lit. Un braquage de banque dans une petite ville, capturé par 3 caméras différentes, ton visage net comme de l'eau de roche. Tu portais un sweat à capuche, mais tu as oublié l'angle depuis le poste de la caissière. Du travail d'amateur. Le FBI ouvre un dossier parce que c'est un crime fédéral, mais tu n'es qu'un numéro dans le système. Un seul agent est assigné à ton cas, à temps partiel, en plus des 40 autres affaires qu'il jongle simultanément. Il va vérifier les bases de données, faire tourner ta photo dans la reconnaissance faciale, envoyer quelques emails aux services de police locaux. Puis il passera à quelque chose de plus urgent. Tu as peut-être 3 semaines avant que quelqu'un te cherche sérieusement. La plupart des braqueurs de banque se font attraper parce qu'ils parlent à une petite amie, à un ami de comptoir, à un type rencontré dans un bar qui semblait sympa. Toi, tu te tais. Tu ne dépenses pas l'argent de façon voyante. Tu n'achètes pas soudainement une nouvelle voiture ou ne pars pas à Las Vegas. Le liquide dort dans un box de stockage pendant que tu continues ton boulot normal et fais semblant que rien ne s'est passé. 6 mois s'écoulent, ton dossier refroidit, l'agent a de nouveaux braquages à gérer. Techniquement, tu es toujours recherché, mais tu n'es plus activement recherché. Il y a une différence. Tu pourrais vivre comme ça pendant des années si tu es malin. Certains y arrivent. Tu attaques 3 autres banques. Des villes différentes, le même état, la même méthode. Maintenant, il y a un schéma. Et les schémas attirent l'attention. Le FBI constitue une équipe spéciale. Une petite équipe, seulement 4 agents, mais entièrement focalisés sur toi. Dans les rapports internes, ils t'appellent le braqueur à capuche, parce que personne ne connaît encore ton vrai nom. Les médias locaux s'emparent de l'histoire. Ta photo circule sur les réseaux sociaux. Les signalements commencent à affluer. La plupart inutiles. Les gens te voient star now partout. Tu serais en Ohio, en Floride et dans le Montana simultanément, selon des témoins absolument certains de l'avoir vu. L'équipe spéciale filtre le bruit, cherchant l'unique signalement qui soit réel. Tu commets ta première vraie erreur. Tu utilises ton téléphone près d'une banque que tu repères, juste pour vérifier sur Google Maps. Rien d'illégal, mais ton téléphone borne une antenne. Le FBI n'a pas encore ton numéro, mais il dispose des données de tous les téléphones présents dans cette zone pendant ta fenêtre de surveillance. Ça représente 3000 téléphones. Ils vont t'affiner. La liste se raccourcit à chaque fois que tu repères un endroit. Tu ne le sais pas encore. Tu penses que tu es prudent, tu varies tes cibles, changes légèrement d'apparence, n'attaques jamais 2 fois la même région de suite. Mais des traces numériques s'accumulent dans des bases de données que tu ne peux pas voir. Le filet se resserre et tu ne le sentiras pas avant qu'il soit déjà fermé. Tu passes au crime violent. Un braquage tourne mal. Un vigile sort une arme. Tu dégaines le premier. Il survit, de justesse. Mais maintenant, tu n'es plus seulement un voleur. Tu es presque un meurtrier. Tout change. L'équipe spéciale triple d'effectifs. Ton dossier se voit attribuer un analyste de renseignement dédié, dont l'unique mission est de construire ton profil. Où tu frappes, quand tu frappes, les intervalles entre les crimes, le schéma géographique que tu crois aléatoire mais qui ne l'est pas. Les êtres humains sont catastrophiquement mauvais dans l'aléatoire. Nous créons des schémas sans nous en rendre compte. L'analyste les voit. Ton visage apparaît sur des panneaux d'affichage. Crime Stoppers propose une récompense de 25 000 $. Ta photo est désormais sur le site du FBI. Pas encore sur la liste des plus recherchés, mais tu grimpes. Les médias te trouvent un meilleur surnom, quelque chose qui sonne dangereux. Les informations font tourner ton histoire chaque fois que l'actualité est creuse. Tu deviens réel pour les gens. Plus seulement un visage sur une affiche, mais un récit, une menace dans leur communauté. Les signalements affluent par centaines. L'un d'eux vient de ton ex-petite amie qui a reconnu tes mains dans les images de surveillance. Elle ne savait pas que c'était toi au début, mais elle a vu la façon dont tu tiens une arme, la posture, et quelque chose a cliqué. Le FBI est à sa porte en quelques heures. Ils connaissent ton nom maintenant. Ils savent où tu as grandi, où tu as fait tes études, qui est ta famille. Des agents interrogent tes parents, tes frères et sœurs, tes anciens collègues. Toutes les personnes que tu as connues reçoivent une visite. Certains coopèrent, d'autres non. Ta mère pleure et dit qu'elle ne sait pas où tu es, ce qui est vrai. Ton frère ne dit rien et ferme la porte. Le FBI gèle tes comptes bancaires. Ils surveillent ta messagerie, tes réseaux sociaux,
chaque empreinte numérique que tu as laissée derrière toi. Ils retrouvent tes associés connus et les mettent sous surveillance, espérant que tu les contactes. Tu as été assez malin pour ne pas le faire jusqu'ici, mais l'isolement est lui-même une forme de prison. Tu dors dans des motels, paies en liquide, utilises de faux noms qui ne résistent vraiment pas à un vrai contrôle, mais qui suffisent tout ça pour un réceptionniste qui s'en fiche. Tu es dans le Missouri, ou peut-être l'Arkansas, quelque part au cœur du pays où tu peux te fondre dans des petites villes qui ne posent pas de questions. Tu te laisses pousser la barbe, maigris sous l'effet du stress, tu commences à ne plus ressembler à tes photos, ce qui aide. Mais tu manques d'argent, et ça signifie que tu vas devoir attaquer une autre banque bientôt. La préparation prend 2 jours. Tu repères une cible dans une ville si petite qu'elle n'a pas de feu de circulation. 800 habitants, une banque, 2 employés. Le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde, ce qui te rend visible, mais rend aussi la présence du FBI peu probable. Il se concentre sur les villes, tu paries là-dessus. Le braquage dure 4 minutes. Tu entres à l'ouverture, masque sur le visage, arme au poing. La caissière a 60 ans et tremble si fort qu'elle arrive à peine à ouvrir le tiroir caisse. Tu prends 12 000 $. Pas assez pour fuir indéfiniment, mais assez pour gagner du temps. Tu es dans ta voiture avant que quiconque pense à appeler la police. À 3 comtés de distance avant même que le shérif local ait reçu le signalement. Mais quelque chose a mal tourné. La banque avait un nouveau système de sécurité installé le mois dernier. Une reconnaissance faciale qui a capturé tes yeux, ta démarche, la manière précise dont tu t'es déplacé en franchissant la porte. Les images s'envoient automatiquement vers une base de données fédérale. La correspondance revient en 17 minutes. L'équipe spéciale sait où tu es. Pas exactement, mais suffisamment. Dans un rayon de 100 km, ils mobilisent de tout. Hélicoptères, barrages routiers, services de police locaux coordonnés à travers les frontières entre États. Ton téléphone, le jetable dont tu pensais qu'il était sûr, borne une antenne près de la ville. Il triangule ta direction. Le rayon rétrécit à 50 km, puis 20. Tu ne sais rien de tout ça. Tu roules à vitesse réglementaire sur des routes secondaires en pensant en être sorti proprement. En pensant que tu t'es acheté encore un mois. Le premier barrage apparaît sur la route 63. Tu aperçois les gyrophares à 500 mètres et tu bifurques avant qu'ils te repèrent. Ton rythme cardiaque s'emballe. Ce n'était pas un contrôle ordinaire. Ils te cherchent, toi spécifiquement. Le filet se referme. Tu abandonnes la voiture dans le parking d'un supermarché et t'enfonces dans les bois. C'est janvier. La température est à -5. Tu portes une veste prévue pour l'automne, pas pour l'hiver. Tu as les 12 000 $ dans un sac à dos, un pistolet, une bouteille d'eau. Aucun plan au-delà de mètres de la distance entre toi et la route. Les bois sont denses, chênes et pins. Le sol est gelé. D'abord tu avances vite, puis tu réalises que la vitesse ne compte pas si tu ne sais pas où tu vas. Tu ralentis. Tu essaies de réfléchir. La prochaine ville est à 25 km au nord. Tu pourrais y être avant la tombée de la nuit si tu forces. Trouver un motel, penser à la suite, mais tes pieds sont déjà engourdis. Tu survives 3 jours dans les bois. Les températures plongent sous les -10 la nuit. Tu fais des feux que tu éteins avant l'aube, terrorisé que la fumée te trahisse. Tu rationnes les barres de céréales achetées dans une station-service, en mangeant la moitié d'une par jour. La bouteille d'eau gèle. Tu fais fondre de la neige dans tes mains et tu la bois, sachant que ça fait chuter ta température centrale, mais sans avoir le choix. Le 3e soir, tu aperçois des lumières à travers les arbres, une ferme isolée, un seul véhicule dans l'allée. Tu observes pendant 1 heure. Aucun mouvement, aucun signe de vie, hormis une lumière dans la cuisine. Tu as besoin de chaleur, de nourriture, de sortir du froid avant que l'hypothermie achève ce que le FBI a commencé. Tu entres par effraction par une fenêtre du sous-sol. La maison est vide, pas abandonnée. Les propriétaires sont partis. En vacances, peut-être. Tu trouves des conserves dans le garde-manger, des couvertures dans un placard. Tu restes 2 jours, rationnant tout, gardant les lumières éteintes, essayant de devenir invisible. Le 2e jour, un voisin passe lentement en voiture, trop lentement, regardant la maison comme si quelque chose clochait. Tu pars immédiatement, de retour dans les bois, de retour dans le froid. L'équipe spéciale trouve tes foyers de feu, des traces dans la neige que tu as tenté de recouvrir sans pouvoir les effacer complètement. Ils font venir des chiens, des limiers qui captent ton odeur et la suivent à travers des kilomètres de forêt.
Tu les entends avant de les voir, aboyant au loin, se rapprochant. Tu cours à toutes jambes à travers des broussailles qui déchirent tes vêtements et ta peau. Tu traverses un ruisseau en espérant que l'eau brise la piste olfactive. Ça ne marche pas. Les chiens s'ajustent et continuent. Tu es épuisé. Tu n'as pas mangé depuis un jour. Ton corps lâche. L'hélicoptère apparaît au-dessus de toi. L'imagerie thermique repère ta signature de chaleur à travers la canopée. Il guide les unités au sol vers ta position. Tu as peut-être 10 minutes. Tu trouves un ravin et tu dévales la pente, te blessant la cheville dans la descente. La douleur est immédiate et absolue. Tu ne peux plus courir. À peine marcher. Les chiens arrivent en premier, puis leur maître, puis des unités tactiques avec des fusils braqués sur toi depuis des positions que tu ne peux pas voir. Quelqu'un hurle des ordres que tu ne parviens pas à traiter à travers l'adrénaline, la peur et le froid. Tu lèves les mains, l'arme est toujours dans ta ceinture, mais tu ne la touches pas. Une partie de toi sait que la toucher signifie mourir. Il te plaque quand même, visage dans la terre gelée, mains entravées dans le dos, le poids de 3 agents sur ton corps. L'hélicoptère est assourdissant maintenant. Le souffle du rotor soulève des feuilles et de la glace. Quelqu'un te lit tes droits, mais tu n'entends pas les mots dans le bruit et ta propre respiration. Tu es arrêté. Tu es pris. 15 mois de fuite s'achèvent dans un ravin du Missouri, le visage pressé contre une terre qui sent la décomposition. Les charges défilent là devant toi à la prison du comté. Vol à main armée 14 fois. Tentative de meurtre. Agression avec arme mortelle. Fuite. Infractions aux armes. Chaque chef d'accusation compte des années. Ensemble, ils comptent des décennies. Ta défenseuse commise d'office a 26 ans et gère 70 dossiers. Elle est compétente mais à bout. Elle te dit que les preuves sont accablantes. Les images de surveillance, l'ADN retrouvé sur les scènes de crime, où tu as laissé sueur ou cellules de peau, la balistique reliant ton arme à 3 braquages différents. Le procureur fédéral propose un accord, plaider coupable sur 8 chefs, accepter 40 ans ou aller au procès et risquer la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Tu acceptes l'accord. L'audience de condamnation dure 21 minutes. Le juge lit les charges, te demande si tu comprends. Tu dis oui. Il te condamne à 40 ans de prison fédérale, sans libération conditionnelle. Tu auras 71 ans à ta sortie, si tu survis jusque-là. Il te transfère à l'USP Leavenworth 3 semaines plus tard. Haute sécurité. Le trajet en bus prend 11 heures, enchaîné à 8 autres détenus qui ne parlent pas. La prison apparaît à l'horizon comme un monument à l'échec. Des murs de béton de 9 mètres de haut, des miradors à chaque angle, des barbelés qui captent la lumière du soleil d'une façon qui semble presque belle de loin. Tu es traité, déshabillé, fouillé, équipé d'uniformes qui sentent le détergent industriel. On t'assigne une cellule de 2,5 mètres sur 3, des toilettes sans abattant, une couchette boulonnée au mur. Un co-détenu qui est là depuis 19 ans et qui a cessé de parler aux nouveaux arrivants il y a 10 ans. La première année est la plus difficile. Tout ce que tu étais avant n'a plus aucune importance. Ton nom devient un numéro. Ton identité devient une classification. Risque moyen, population générale, bloc cellulaire, D, tu apprends les rythmes, l'appel à 5 heures du matin, le petit déjeuner à 6 heures, le travail à 7 heures, les jours se confondent, les semaines deviennent des mois, les mois des années. Tu arrêtes de compter après les 18 premiers mois. Compter n'aide pas. Certains détenus trouvent la religion, certains trouvent l'éducation, certains trouvent la violence. Toi, tu trouves la routine. Tu travailles à la cuisine, tu lis à la bibliothèque, tu fais de l'exercice dans la cour. Tu restes discret, tu évites les gangs, tu évites les gardiens. Tu évites tout ce qui pourrait allonger une peine qui est déjà plus longue que la plupart des mariages. 22 ans passent, tu as 53 ans maintenant. Cheveux gris, genoux abîmés, cicatrice d'une bagarre que tu n'as pas commencée, mais que tu as dû terminer. Ta mère est morte pendant que tu étais à l'intérieur. Ton frère a arrêté d'écrire après la 7e année. Tu n'as personne qui t'attend dehors, aucune vie à laquelle retourner.
Juste une date de libération qui semble à la fois impossible et inévitable. Quand tu sors enfin, le monde a changé d'une façon que tu ne peux pas absorber. La technologie, la culture, la façon dont les gens parlent, s'habillent, se déplacent dans l'espace. Tu es un fantôme. Une relique d'une autre époque. Tu as 600 $ de salaire de prison. Un ticket de bus pour une maison de transition à Kansas City. Un agent de probation qui est déjà méfiant. Tu étais sur une affiche autrefois, recherché par le FBI, traqué à travers plusieurs États. Maintenant, tu es juste un ancien détenu qui essaie de comprendre comment acheter un téléphone et postuler à des emplois qui ne t'engageront pas. La liste des plus recherchés continue sans toi. De nouveaux visages, de nouveaux crimes, de nouvelles personnes qui font les mêmes erreurs que toi, en pensant être plus malignes que tous ceux qui sont venus avant elles. Elles ne le sont pas. Personne ne l'est.